Je vais vous parler du leadership en temps de crise et de ce que les bons leaders font dans ces situations, car il y a des caractéristiques simples que chacun d'entre nous peut appliquer à sa vie et qui font vraiment la différence. Permettez-moi de commencer par 3 observations sur les crises. Premièrement, une crise nous bouge. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un événement négatif se produit, il ne nous laisse jamais les mêmes. La question n'est pas de savoir si nous sommes bouleversés, nous le sommes tous. Si je m'arrêtais maintenant, chacun d'entre vous pourrait faire une liste de tout ce qui a changé dans sa vie. Nous ne sommes qu'au début, donc cela nous bouge déjà. La vraie question est, ce bouleversement est-il positif ou négatif? Est-ce que je m'améliore grâce à ce mouvement ou est-ce que ma situation se détériore? Et au début, presque toujours, le mouvement est négatif, car nous sommes pris par surprise. Nous ne nous y attendions pas. Les gens n'aiment pas devoir ajuster leurs habitudes, et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est négatif. Mais c'est pendant la crise, là où nous en sommes maintenant après quelques semaines, que nous devons faire un choix et une détermination. Est-ce que je vais continuer à me laisser emporter par le flux, comme une habitude, et être balayé par toutes les pensées, émotions et sentiments négatifs que j'ai, ou est-ce que je vais nager à contre-courant? C'est un choix que vous et moi pouvons faire. Nous n'avons pas eu le choix concernant la crise. Et au début, nous avons été emportés émotionnellement. Mais maintenant que nous y sommes depuis assez longtemps, c'est le moment de choisir. Encore une fois, ce n'est pas la réalité de la crise. La réalité de la crise est terrible. La question est, est-ce que je vais laisser ce qui m'arrive affecter ce qui se passe en moi? Ou est-ce que je vais dire, je n'aime pas ce qui m'arrive, mais je peux contrôler ce qui se passe en moi? C'est énorme. Donc une crise nous bouge, mais la question est-ce qu'elle nous fait avancer ou reculer? Deuxièmement, une crise révèle qui sont les vrais leaders. C'est un fait. Je vais vous révéler mon âge. J'ai 73 ans. Et il y avait autrefois une émission de télévision il y a longtemps que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, appelée « To Tell the Truth ». C'était un panel qui faisait face à 3 personnes, dont l'une était la personne réelle qu'ils allaient décrire et raconter son histoire, tandis que les 2 autres étaient des imposteurs. Le panel devait deviner qui disait la vérité. Je me souviens encore, parce que j'adorais cette émission, qu'à la fin, il disait « Will the person please stand up ?» Et parfois, il devinait juste, parfois non. Eh bien, une crise joue ce jeu avec nous en ce moment. Elle demande « Will the real leader please stand up ?» parce que je peux vous promettre qu'une crise sépare toujours les prétendants des vrais leaders. Cela a toujours été le cas, et cela le sera toujours. Et c'est le moment où cette crise révèle qui je suis en tant que personne, qui je suis en tant que leader, qui je suis en tant que membre d'une famille ou d'une communauté. Elle révèle simplement qui je suis. Donc, une crise nous bouge. J'espère que c'est dans un sens positif et non négatif, et c'est notre choix. Et une crise révèle qui nous sommes vraiment, qui sont les vrais leaders. Troisièmement, une crise teste la compétence d'un leader. Rien ne teste autant la confiance d'un leader qu'une crise. Et la raison en est que nous sommes en changement constant tout le temps. Nous ne pouvons pas diriger en suivant un manuel. Il n'y a pas de manuel de leadership pour nous guider à travers le coronavirus en ce moment. Il n'y en a pas. Le changement se produit continuellement, et c'est pourquoi les leaders doivent s'adapter. J'ai écrit un livre sur le leadership, et c'est pourquoi le leader shifting est si important. Le leader shifting, c'est comment être agile, comment être adaptable. Et c'est le test pour nous. Sommes-nous capables de faire des ajustements à la mi-temps, comme les grands entraîneurs sportifs? Les meilleurs entraîneurs font toujours des ajustements à la mi-temps. Ils ont tous un plan avant le match, mais seulement les grands entraîneurs disent à la mi-temps « Voici ce que nous pensions, mais voici ce qui se passe, et nous devons faire des ajustements. » Donc, ces 3 observations sur une crise, le fait qu'elle nous bouge, qu'elle révèle qui nous sommes et qu'elle teste notre leadership, sont des faits. Maintenant, regardons ce que font les bons leaders en temps de crise. J'écoutais récemment un podcast de mon ami Greg Rochelle, un excellent leader. Il a dit quelque chose que je reprends pour mon enseignement principal. On ne motive pas à travers une crise, on y mène. Il a tout à fait raison. Si nous avons des dons de motivation en tant que leader, cela ne fonctionnera pas en ce moment. Nous allons devoir, jour après jour, non pas simplement donner des clichés positifs et essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien, mais marcher avec les gens à travers des moments très sombres et difficiles. Alors, je me suis demandé, comment mène-t-on à travers une crise? Que font les grands leaders en temps de crise? Voici ce que je vais partager avec vous. Premièrement, les leaders en crise comprennent le contexte. Parmi toutes les choses que je vais partager, cela pourrait être la plus importante, mais c'est aussi peut-être la plus difficile à expliquer.
parce que lorsque je commence à parler de la compréhension du contexte, ce n'est pas une chose facile à enseigner. Mais laissez-moi essayer. Je vais vous donner 3 mots qui, je pense, m'aident à définir ce que je veux dire par contexte. Ces 3 mots sont conscience, anticipation et agilité. Lewis Carroll a dit « Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin fera l'affaire. » Eh bien, en temps de crise, voici ce qui se passe. Nous savons où nous aimerions aller, mais les chemins que nous voulons emprunter sont bloqués. Notre manière habituelle de résoudre les problèmes, notre chemin habituel pour aller d'un point à un autre, est bloqué. En fait, vous savez ce que vous voyez le plus en temps de crise? Le panneau « Détour ». Tout le temps, vous vous dites « J'ai toujours fait comme ça, mais cette fois, je ne peux pas. Je dois prendre un détour. » Par conséquent, il est très important pour un leader d'être constamment conscient de tout ce qui l'entoure, de sentir et d'anticiper, d'être intuitif et agile. Laissez-moi vous expliquer la différence entre assembler un puzzle et essayer de comprendre une crise. Si quelqu'un place un puzzle de 1000 pièces devant nous, que faisons-nous en premier? Nous ne commençons pas à assembler le puzzle. La première chose que nous faisons, c'est regarder le dessus de la boîte, où se trouve l'image du puzzle. Cette image nous montre ce que nous essayons d'accomplir en assemblant les pièces. Et pendant que nous assemblons les pièces, nous continuons à regarder l'image, car elle nous guide et nous montre ce qui doit être connecté. L'image est notre étoile polaire, notre guide pour assembler le puzzle. Cela décrit la vie en temps normal, quand tout va bien. Nous savons à quoi ressemble demain, nous sommes assez sûrs de ce que seront les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais en temps de crise, tout est chamboulé. Voici la différence. Avec un puzzle, la vie normale vous donne une image claire, puis vous assemblez les pièces pour correspondre à cette image. En crise, il n'y a pas d'image. Nous sommes tous dans l'incertitude. Quand les gens me demandent « Que penses-tu qu'il va se passer? Combien de temps cela va-t-il durer ?» Je réponds « Je ne sais pas. » Je sais, humainement, que je ne veux pas que cela dure très longtemps. Mais je sais aussi, de manière réaliste, que cela va durer plus longtemps que je ne le souhaite. Mais voici ce que je sais. En temps de crise, vous devez commencer, et en commençant, l'image commence lentement à se former. Avec un puzzle, l'image est claire et complète dès le départ. En crise, l'image commence à se former au fur et à mesure, mais elle n'est pas complète. Vous voyez un petit morceau, et vous vous dites « D'accord, je comprends ça ». Mais la clé pour que l'image devienne claire en temps de crise, c'est de continuer à avancer. Plus nous avançons, plus l'image devient claire. C'est pourquoi, dans la communication en leadership, dont je vais vous parler un peu plus tard, c'est essentiel. Lorsque vous vous asseyez et parlez à vos équipes, votre communication en tant que leader ressemble à ceci. Notre prochaine étape est de faire le prochain pas. Nous ne sommes pas capables de prévoir 5 étapes à l'avance. Nous ne savons pas ce qui se passera dans 5 étapes. Nous disons constamment « Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est ce que nous devons faire maintenant ». Il y a plusieurs années, lorsque j'ai écrit les 21 lois irréfutables du leadership, les généraux des forces armées m'ont demandé si je pouvais passer une journée avec eux pour travailler sur ces lois. J'ai accepté, et ce fut une expérience incroyable. Ils m'ont dit « John, si vous nous donnez une journée pour approfondir les 21 lois du leadership, nous vous promettons que de bonnes choses vont se produire. » Et la bonne chose qu'ils ont promise, c'était de me faire monter dans un avion F-16. J'étais stupéfait. J'y suis allé à Jacksonville pour le vol, j'ai passé quelques heures de test et ils m'ont emmené à l'avion avec mon nom dessus. Les généraux m'ont vraiment gâté. Mon pilote s'appelait Burke et ils ont même mis la musique de Top Gun pendant que nous nous préparions au décollage. Ce jour-là, j'ai passé du temps avec Burke, non seulement pour voler, une expérience incroyable, mais aussi pour discuter après. Il m'a expliqué que les pilotes de chasse pensent en termes de ce qu'ils appellent le OODA loop, observer, orienter, décider, agir. En gros, les pilotes de chasse observent constamment, cherchent les options autour d'eux, prennent des décisions, parfois très rapidement, puis agissent. Quand il m'a expliqué cela, j'ai réalisé que c'était la meilleure façon de décrire le leadership en contexte. Nous observons toujours, nous cherchons les options disponibles, et nous retardons les décisions et les actions jusqu'au dernier moment possible pour avoir l'image la plus claire. Je voudrais donc vous donner 3 mots-clés pour comprendre le contexte. J'en ai déjà mentionné 2, mais je vais les approfondir. Le premier est la conscience. La conscience, c'est être ouvert, comprendre ce qui se passe autour de soi et intégrer toutes ces informations dans votre esprit et votre cœur de leader. Vous entendez beaucoup de voix et d'ailleurs, vous en demandez beaucoup. Vous voulez que votre équipe de leadership vous parle, qu'elle partage ses perspectives, ses pensées,
ses opinions. Mais le leadership contextuel, c'est le fait de ne pas adhérer à une seule pensée, opinion ou perspective. Vous les entendez toutes et vous les intégrez. Ce ne sera pas une seule voix ou une seule perspective qui guidera vos décisions, mais un mélange de toutes. Pour être honnête, l'une de mes frustrations avec les médias télévisés, c'est qu'ils présentent souvent une seule perspective. Ce n'est pas complet, ce n'est pas mature. Le leadership contextuel, c'est la capacité de voir la grande image, d'entendre de nombreuses voix, mais de les intégrer de manière à n'en former qu'une seule. C'est difficile à expliquer, mais j'espère avoir été clair. Le deuxième mot est l'anticipation. Cela revient à faire confiance à votre intuition. En temps de crise, vous devez faire davantage confiance à votre intuition que jamais auparavant, car vous n'avez pas tous les faits ni l'image complète devant vous. Je dis souvent aux leaders, surtout aux leaders talentueux, que leur avantage réside dans leur intuition et leur sens du timing. Ces deux éléments sont absolument essentiels. Donc, lorsque je suis en mode leadership contextuel, je suis conscient de tout ce qui se passe, je suis intuitif et j'écoute ce que je ressens en moi. Le troisième mot est l'agilité. Cela signifie que je suis capable d'être flexible, de changer de direction. J'ai un plan A, mais j'ai aussi un plan B, et en temps de crise, vous feriez mieux d'avoir un plan C, et peut-être même un plan D, E, F et G. Les grands leaders en temps de crise voient non seulement la grande image, mais ils l'intègrent dans leur leadership de manière à diriger avec une maturité et une plénitude qui couvrent tout ce qui doit être couvert. C'est la première chose que les bons leaders en crise font bien. La deuxième chose que les leaders en crise font bien, c'est qu'ils adhèrent à de bonnes valeurs. En fait, les leaders en crise dirigent par les valeurs, et non par la pression. En observant la situation actuelle et en parlant chaque jour à des leaders, j'ai fait un appel de mentorat aujourd'hui avec plusieurs centaines de leaders. Une chose est très évidente pour moi, et je suis sûr que c'est évident pour vous aussi. Il y a une grande peur pendant cette crise. Laissez-moi dire ceci, c'est une crise très grave. Beaucoup de mauvaises choses se produisent. Je ne veux en aucun cas minimiser la gravité de cette crise, et je ne veux certainement pas minimiser le fait que des gens meurent. Ce n'est pas une période facile pour aucun d'entre nous. Cela dit, je me demande, pourquoi la peur est-elle si dominante? Parce que je crois que la peur aggrave une crise. En fait, j'en suis certain. Quelle que soit la gravité de cette crise, la peur que nous avons et que les gens ressentent ne fera qu'augmenter la crise et la rendre pire. Alors, la question est, pourquoi la peur est-elle si dominante? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que nous vivons dans une culture dysfonctionnelle. Cela ne fait aucun doute. Mais en parlant de cette culture dysfonctionnelle, nous en sommes à la deuxième génération de dysfonctionnement. Lorsque nous avions une première génération de comportements et de personnes dysfonctionnelles, cela n'avait pas autant pénétré les salles de leadership. Mais maintenant, avec une deuxième génération, vous avez des leaders qui ont grandi dans la dysfonction eux-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des qualités de leadership. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont souvent pas la stabilité émotionnelle et la force nécessaire pour bien diriger. Donc, la peur est omniprésente à cause de cette culture dysfonctionnelle. La deuxième chose, c'est que nous avons perdu notre chemin. Nous avons perdu nos valeurs. Et parce que nous avons perdu nos valeurs, ces ancres, ces piliers dans nos vies, nous sommes en proie à une grande peur. Laisse-moi illustrer cela. George Barna a récemment publié un article intéressant sur les valeurs que les gens ont aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais je vais t'en donner 9 très rapidement. L'acceptation, le confort, le contrôle, le divertissement, le sentiment d'être en droit d'obtenir ce que l'on veut, les expériences, l'expression, la liberté et le bonheur. Ce sont les valeurs d'aujourd'hui, et lorsque je les compare à la crise que nous traversons, zraigne, je me dis, oh, nous sommes en difficulté. Si ta valeur principale est le confort, tu es en mauvaise posture, car il n'y a rien de confortable dans une quarantaine. Si ta valeur est le contrôle, cette situation est totalement hors de contrôle. Si tu cherches avant tout à être diverti, nous avons perdu la plupart de nos opportunités de divertissement. Nous ne pouvons même plus sortir. Si ta valeur est l'idée que tu as droit à certaines choses, le sentiment d'être en droit, eh bien, puis-je te dire quelque chose? Ce que tu as est en train de t'être retiré, et cela se passe en ce moment même. Si ta valeur principale est la liberté, nous en perdons justement une bonne partie avec cette crise. Et si c'est le bonheur, alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très heureux en ce moment. Tout ce que je veux dire, c'est que si ce sont les valeurs que nous avons aujourd'hui, il n'est pas étonnant qu'il y ait tant de peur, tant de gens malheureux, car la plupart des valeurs que les gens adoptent aujourd'hui ne sont pas de véritables valeurs solides.
Comparons-les à des valeurs solides. Je comprends bien cette notion, car dans notre entreprise, le John Maxwell Enterprise, nous avons le privilège d'apporter la transformation à des pays, invités par des présidents et des dirigeants. Nous le faisons en enseignant des valeurs à travers ce que nous appelons des tables de transformation, de petits groupes de discussion autour des valeurs. Alors maintenant, comparons les valeurs du confort, du contrôle, du divertissement, du sentiment d'être en droit et du bonheur avec des valeurs solides comme l'attitude, le courage, la responsabilité, l'engagement, l'intégrité, l'humilité, l'espoir, la gratitude, la gentillesse, la persévérance, le travail d'équipe et l'autorégulation. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout comme nous avons mis beaucoup de croix rouges sur les valeurs modernes qui ne tiendront pas face à une crise, nous pouvons mettre une coche positive à côté de chacune de ces valeurs solides, car elles sont un atout et non un fardeau en temps de crise. Tu vois, le courage moral consiste à faire ce qui est juste, même face à nos peurs. Mais quand tu possèdes de bonnes valeurs et que tu es plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur, cela te permet justement d'agir en conséquence, de faire ce qui est juste, même face à tes peurs. Avons-nous peur? Bien sûr que nous avons peur, tout le monde a peur. Il n'existe pas de personne totalement dépourvue de peur. Si quelqu'un prétend le contraire, il est dans l'illusion, il est totalement déconnecté de la réalité. Mais cette question du courage moral, du fait de faire ce qui est juste malgré la peur, repose entièrement sur les valeurs. L'une des raisons pour lesquelles la peur est si dominante aujourd'hui, c'est que nous avons en quelque sorte perdu nos repères en matière de valeurs. Nous sommes devenus émotionnellement dysfonctionnels. Mais les bons leaders en temps de crise s'accrochent aux bonnes valeurs. J'ai entendu Patrick Lencioni dans un podcast récemment parler de son nouveau livre « The Motive ». Il a dit quelque chose de très honnête. Il existe 2 raisons pour lesquelles les gens deviennent leaders. J'ai trouvé cela intéressant, car je demande toujours aux gens pourquoi ils veulent être leaders. Il a expliqué que certains veulent diriger à cause des récompenses qu'ils pensent de pouvoir en tirer, tandis que d'autres dirigent de par sens des responsabilités. Si je dirige uniquement pour la récompense, alors tout tourne autour de moi. Mais si je dirige par sens des responsabilités, alors tout tourne autour de toi, du service que je peux t'apporter. Les valeurs nous permettent d'être responsables dans notre leadership. Voici une phrase que j'ai notée et que je veux te partager, car je pense qu'elle est puissante. Sois le leader pour les autres que tu aurais aimé avoir. Et je sais exactement quel type de leader tu aurais aimé avoir. Le genre de leader que moi aussi j'aurais aimé avoir. Ce sont des leaders qui valorisent les gens, qui mettent les autres en premier. C'est un fait. Passons maintenant au 3e point. Ce que font les leaders en temps de crise. Ils communiquent efficacement. Et ils ne se contentent pas de communiquer, ils communiquent efficacement plusieurs choses. Premièrement, ils communiquent efficacement la réalité. Max Depré a dit « La première responsabilité d'un leader est de définir la réalité. » Et j'ai appris quelque chose d'essentiel. À chaque fois que j'essaie d'argumenter contre la réalité, je perds. 100% du temps. Je perds toujours, car la réalité est la vérité. Permets-moi de te dire quelque chose sur le leadership basé sur la réalité. Lorsque nous parlons d'un leader réaliste, nous pensons souvent à quelqu'un qui nous aide à traverser les temps difficiles. Nous associons la réalité aux difficultés, aux épreuves, aux mauvaises périodes. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je peux te donner une réalité qui, je pense, pourrait même être réconfortante. Par exemple, la crise actuelle, bien qu'elle soit grave, n'est pas la pire crise que nous ayons traversée. Ce n'est même pas la pire pandémie de grippe que l'humanité ait connue. Retourne en 1918, avec la grippe espagnole. Des millions de personnes sont mortes. Autre vérité, nous allons traverser cette crise. Oui, nous allons nous en sortir. Tu te demandes comment je peux en être aussi sûr? Parce que l'histoire me le prouve. L'histoire montre que des hommes et des femmes ont traversé des crises bien pires que celles que nous vivons aujourd'hui. Et ils s'en sont sortis. En tant que leader, si je veux communiquer efficacement, je dois intégrer une certaine dose de réalisme dans ma communication. Ensuite, je dois communiquer fréquemment. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, les choses évoluent en permanence. J'ai récemment mentoré Marc, notre PDG chez John Maxwell Enterprises, qui fait un travail exceptionnel. Je lui ai dit « Marc, l'une des choses que tu devras constamment rappeler à notre équipe, c'est que la manière dont tu diriges aujourd'hui devra peut-être être ajustée demain, car les changements arrivent à une vitesse incroyable. Certains changements, nous ne les voyons venir qu'au moment où ils se produisent, et nous devons alors nous adapter immédiatement. »
J'ai également eu une discussion avec Casey Crawford, le fondateur et PDG de Movement Mortgage, un ami formidable et un grand leader. Lors de notre échange téléphonique, il m'a expliqué comment son entreprise communique en période de crise. Il m'a dit « Nous communiquons chaque jour avec nos équipes, via les réseaux sociaux notamment. Nous leur expliquons ce qui s'est passé depuis la veille. Nous abordons les problèmes qui surgissent et nous leur disons « Hier soir, une nouvelle difficulté est apparue. Nous devons y faire face. » Nous expliquons aussi nos décisions. Voici la décision que nous avons prise et voici pourquoi nous l'avons prise. Ce qu'il fait, c'est une communication exemplaire. Non seulement elle est fréquente, mais elle est aussi intime. Il ouvre les coulisses, partage les défis auxquels il est confronté et permet aux autres de mieux comprendre les enjeux. Le troisième élément d'une communication efficace est de communiquer avec bienveillance. J'ai observé Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, à plusieurs reprises, peut-être une demi-douzaine de fois, lorsqu'il s'adressait aux habitants de l'État, en particulier à ceux de la ville de New York, qui traversent une période extrêmement difficile. Il est un excellent communicant en temps de crise. Pour être tout à fait honnête, en le regardant, je me suis dit « Les démocrates pourraient bien vouloir qu'il se présente à la présidence. » Il semble en tout cas très à l'aise pour gérer la communication en situation de crise. À la fin de ses interventions, il partage toujours des pensées personnelles. L'autre jour, il a évoqué son frère, atteint du coronavirus. C'était un moment très touchant, sincère et chaleureux. En parlant ainsi, il réduit la distance entre lui en tant que leader et son audience. Il montre que cette crise ne l'épargne pas personnellement, ce qui rend sa communication encore plus efficace. Enfin, le quatrième aspect d'une communication efficace consiste à inclure un « nous » dans le discours, plutôt que de parler en termes de « toi » ou « moi ». C'est comme cette vieille histoire un peu cliché de deux hommes assis à l'un des bouts d'un bateau. À l'autre extrémité, une brèche laisse entrer l'eau et des gens s'efforcent de l'évacuer. L'un des deux hommes, qui est éloigné du problème, regarde son compagnon et lui dit « Heureusement que ce trou n'est pas de notre côté du bateau. » Il ne comprend pas que nous sommes tous dans le même bateau. Le « nous » signifie communauté, équipe, collaboration. Je pense que nous entrons dans une ère de coopération massive. Plus nous nous rassemblons, mieux nous surmontons les épreuves. Et je veux m'arrêter ici pour dire que, même si cette crise est grave, je pense que les Américains vont en sortir meilleurs. C'est une triste façon de le voir, mais je constate déjà qu'ils se rapprochent, qu'ils prennent davantage soin les uns des autres. L'un des grands problèmes de ces dernières années a été la division politique. La démocratie ne fonctionne pas bien quand c'est « nous contre eux ». Elle fonctionne mieux lorsque les responsables des deux camps se réunissent, discutent et collaborent. Les meilleurs leaders savent mettre en contexte les choses, en intégrant différentes perspectives pour parvenir aux meilleures décisions. Ils favorisent une réflexion collective. C'est pourquoi, lorsque vous communiquez, évitez de penser « Heureusement, je n'habite pas à New York.